October winds lament around the castle of Dromore, yet peace is in her lofty halls. Irishmen and Irishwomen, in the name of God and of the dead generations from which she receives her old tradition of nationhood, Ireland, through us, summons her children to her flag and strikes for her freedom. Cette liberté, cette indépendance de l'Irlande, ce sont les rebelles de 1916 qui en ont tracé la voie. Ici, au cimetière de Glasnevin, la plupart d'entre eux reposent en cette terre républicaine arrosée de leur sang. Écrivains, idéalistes, romantiques, défenseurs, disait-on, d'une cause désespérée, ils ont échoué militairement. Près de 500 d'entre eux ont trouvé la mort au cours de cette semaine de Pâques 1916 dans les rues de Dublin. Mais morts, ils devenaient plus dangereux que vivants. Et en écrivant cette page, que les Irlandais considèrent comme la plus belle de leur histoire, ils déclenchaient un mouvement irréversible. Aujourd'hui, tout comme leurs prédécesseurs, tout comme ceux également qui ont poursuivi leur œuvre, ils sont entourés d'une sorte de mythologie dont s'inspirent la poésie, le théâtre et le folklore de ceux qui restent peut-être les derniers grands romantiques du monde occidental. Et ce, à un degré tel qu'on a parfois l'impression qu'en Irlande, les morts occupent plus d'espace que les vivants. Dimanche de Pâques 66, rue O'Connell à Dublin. Des dizaines de milliers d'Irlandais sont massés dans les rues et surtout en face de la poste centrale où les rebelles avaient installé leur quartier général il y a 50 ans. Dans les rues pavoisées aux couleurs républicaines défile une armée qui n'a jamais fait la guerre, ce qui est presque incompréhensible dans un pays dont l'histoire est aussi sanglante. Jamais la petite république, dont la population n'atteint même pas 4 millions, n'avait mis sur pied une aussi grandiose cérémonie. Le président de Valera, 83 ans, à demi aveugle, et qui fut l'un des chefs de la rébellion de 1916, passe en revue la garde d'honneur. Ironie du sort, c'est de l'emplacement de la célèbre colonne Nelson que des terroristes ont fait sauter quelques semaines auparavant que journalistes, photographes et caméramans venus de différents pays couvrent la cérémonie. À l'estrade d'honneur, de Valera est entouré de ceux-là même qui ont combattu à ses côtés il y a 50 ans. L'on raconte malicieusement à Dublin que le nombre des survivants augmente d'année en année. Pour eux, cette cérémonie prend une signification bien spéciale, tout comme cette médaille commémorative dont le gouvernement vient de les décorer. Alors, on m'a donné cette médaille parce que je suis encore dans ce monde-ci, pour être encore toujours là après 50 ans. Je ne sais pas si c'est un mérite. En 1912, Londres semblait disposée à doter l'Irlande d'une certaine autonomie politique. La guerre de 14 survint et le projet fut différé. Le professeur O'Brien, l'un des survivants, nous raconte ce qui s'est passé. Et voilà, alors les chefs de l'Irlande à l'époque ont appelé le pays, ont appelé les Irlandais quand même
a marché avec l'Angleterre à combattre d'abord les Allemands, à différer ce gouvernement local, gouvernement national, ne savait, qui ne nous était pas mis à différer cela jusqu'à la fin de la guerre, ne savez. Et la majorité, il faut dire la grande majorité du pays a écouté cet appel et ils ont marché, ne savez pas, centaines de milliers et plus d'Irlandais sont allés à la guerre, à la Grande Guerre. Seulement une poignée de ce qu'on appelait des extrémistes, d'ultranationalistes dont j'étais, se sont dit, à l'époque, c'était peut-être montrer un esprit étroit, mais ils se sont dit, l'Allemagne n'a jamais été notre ennemi. Notre ennemi, nous connaissons ce que c'était toujours l'Angleterre. Il y avait une grande tradition de mauvais gouvernement, de persécution depuis des siècles, et voilà. Ça va, alors, une poignée qui est restée, une minorité qui a continué à marcher autour du pays ici, qui ont refusé s'envoler dans l'armée britannique, et ça a conduit de pas en pas jusqu'à cette insurrection de 1916. J'étais simple soldat dans les rangs de cette armée de volontaires. Et le matin de la révolte, c'est-à-dire le lundi de Pâques 1916, je croyais que tout était fini. Je croyais qu'on avait changé d'avis et que l'insurrection projetée pour la veille avait été ajournée quand, me promenant dans les rues, avec une canne à la main, sans armes, j'ai trouvé que la révolte avait commencé. Le lendemain matin, ils ont commencé à tirer sur les nôtres qui étaient dans la plaque opposée. Nous n'avions pas de mitrailleuse. Nous ne pouvions pas riposter. Alors nous avons fait retraite dans un collège de médecine, de chirurgie de l'université, et nous avons occupé cet édifice-là jusqu'à la fin de la semaine. C'était se battre en position couverte, pour ainsi dire, où il s'agissait d'étendre la ligne de feu. Alors nous avons occupé ensemble dans ce collège, les toits et les hautes fenêtres avec des tireurs, des francs-tireurs, et répondant aussi bien qu'on pouvait au feu incessant des mitrailleuses de l'autre côté, mais aussi avons occupé les maisons à côté de ce collège pour étendre la ligne de feu. Ça signifiait faire entrer dans ces maisons et faire des trous, parce qu'il y a un travail lourd, des trous de maison en maison, dans les murs, et barricader et attendre. Nous attendions l'assaut. Quand même, un peu partout ailleurs dans la ville, on occupait toutes sortes, diverses positions, divers grands bâtiments comme cela, et les maisons avoisinantes. Et l'idée était de tenir la ville. Le lundi suivant, quand on nous a annoncé que nous allions nous rendre, la reddition, qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai dit, nous n'avons pas commencé encore, la chose n'a pas commencé encore, parce que nous attendions à l'attaque à la baïonnette, n'est-ce pas, qui devait venir. Eh bien, au lieu de cela, n'est-ce pas, les forces anglaises, ils ont pénétré jusqu'au centre de la ville, et puis on commençait à faire le tour de la ville, du côté nord, nous étions du côté sud. Alors, puis ils ont bombardé le grand bureau de poste qui était notre grand quartier général. Ils ont incendié cet édifice-là et nos chefs se sont rendus pour toute la ville et pour tout le pays. La chose était finie, n'est-ce pas? Et nous n'en savions rien. Et le lendemain, nous avons reçu cet ordre et nous nous sommes rendus. Grande protestation et lamentation, des pleurs, des femmes qui nous accompagnaient et tout cela. Nous nous sommes rendus et on nous a marché jusqu'aux casernes militaires dans les villes. Là, nos chefs ont été fusillés, 14, 15. Un autre a été pendu. Nous sommes allés dans les prisons anglaises, dans la prison de Wandsworth, dans mon cas, à Londres, et puis dans un camp d'internement en Pays de Galles, au nord du Pays de Galles, un lieu qui s'appelait Frangor, en gallois. Là, j'ai passé 6 mois, et 8 mois en tout était l'emprisonnement. Ce n'était pas beaucoup, n'est-ce pas, pour une telle chose. On nous a bien traités. Et d'autres ont été condamnés à de très longs termes d'emprisonnement. La vie, pour 15 ans, 10 ans, 2 ans, 7 ans. Mais tout ce monde-là, dans les grandes prisons anglaises comme Dartmoor et Portland, ont été relâchés
après 13 mois, au mois de juin, en 1917, ils ont été tous relâchés. Nous croyons que ce n'était pas seulement par magnanimité ou générosité ou esprit de pardon, non, mais pour des raisons politiques. L'Amérique n'était pas encore entrée dans la guerre. Et en Amérique, il y avait beaucoup d'Irlandais, comme vous savez, et qui étaient assez actifs dans la politique. Et il fallait concilier l'Amérique. Il faut faire quelques gestes, n'est-ce pas, pour concilier les idées américaines de liberté, de démocratie, etc., pour attirer les Américains dans la guerre. Nous croyons, du moins à l'époque, que c'est pour cela surtout qu'on a libéré tous les prisonniers irlandais. C'est cette histoire que célébraient les Irlandais la semaine dernière. À midi, l'on a relu la fameuse proclamation d'indépendance signée en 1916 par les chefs de la rébellion. Cette auguste destinée, c'est souvent derrière les barreaux de prison dont les noms sont passés à l'histoire en même temps que ceux de leurs pensionnaires, que les Irlandais l'ont poursuivi depuis des siècles. Ici, c'est Kilmainham, l'une des plus célèbres de ces prisons. Elle a été transformée en musée historique au cours des derniers jours. En 1916, la plupart des leaders de la rébellion ont connu ces cellules avant d'être exécutés dans la cour intérieure. Ici, le président De Valera dépose une gerbe sur la tombe de ceux qui l'auraient pu suivre dans la mort. Il fut d'abord condamné, sans doute à cause de sa naissance aux États-Unis. La sentence fut ensuite commuée et il bénéficia de l'amnistie générale de 1917. Aujourd'hui, après 50 ans, des milliers d'Irlandais considèrent toutefois que ces morts auront été inutiles tant et aussi longtemps que ne sera pas réalisée la réunification de leur pays. Ils sont prêts à suivre les traces de ces chefs de la rébellion. Ils sont même prêts à subir leur sort. I joined the Irish Republican Army because I was convinced that j'ai la conviction que seule la force permettra de réunifier le pays et de mettre fin aux injustices sociales dont continue de souffrir une partie du peuple irlandais. It's an historic fact that all occupied countries throughout the world have only achieved their freedom when they were willing to fight for that freedom. I have been a member of the Republican Army, the Irish Republican Army, for 17 years. And I believe that only physical force will bring about the reunification of this country. I would also like to state... Le gouvernement de la République a envoyé des troupes au Congo lors de la sécession katangaise. Pourtant, l'on trouve ici même en Irlande une situation identique. Lorsque notre armée secrète décidera de frapper, les Anglais réaliseront que nous ne voulons plus de leur présence chez nous. That they have ever attempted or ever will attempt to put a stop to this situation in Ireland today and bring about the independence of their own country. I also would like to state that when and where the Irish Republican Army decide to strike, that the English people will know that their sons aren't wanted on Irish soil. Ici, c'est Mountjoy, une autre des plus célèbres prisons de Dublin. Encore aujourd'hui, des prisonniers politiques y sont incarcérés. La majorité des révolutionnaires sont des jeunes de 18-20 ans, un peu comme leur héros Kevin Barry, pendu ici à l'âge de 18 ans. In Mountjoy Jail one Monday morning, high upon
those three. Kevin Barry gave his young life for the cause of liberty. Just a lad of 18 summers, yet there's no one can deny, as he walked to death that morning, proud he held his head on high, just before... Le véritable objectif des membres de cette nouvelle armée secrète, c'est la réunification du pays. Car même après 40 ans, la frontière existe toujours et elle n'est pas seulement symbolique. Au sud, il y a les 26 comtés de la République où 92% de la population est catholique. Au nord, il y a 6 comtés toujours rattachés à la Grande-Bretagne. La majorité, 800 000, est protestante et pro-britannique, vivant parmi eux 400 000 catholiques, presque tous républicains. Ils se croient trahis par les politiciens du Sud qui, disent-ils, ne font rien pour régler le problème. Ils se sentent victimes de discrimination politique, religieuse et linguistique sous un gouvernement qui subit encore certaines influences orangistes. On leur a d'abord défendu de célébrer l'anniversaire de la rébellion. Surveillés par une force de police décuplée, des cérémonies ont toutefois eu lieu, mais les incidents des derniers jours pourraient fort bien mettre le feu aux poudres. It means the right of the Irish people to rule themselves. Ireland today is divided into 2 states. One called Northern Sinn Féin Ireland signifie nous-mêmes and the et other nous called seulement. the Free State. Petit pays dont la population n'atteint pas 5 millions, l'Irlande est divisée depuis plus de 40 ans. Le chômage est élevé et les Irlandais désertent leur pays. And 2 heads of state. And Ireland as a whole is a little country of 4.25 million people. It is overtaxed, and there is the problem of unemployment and mass immigration. These 2 states have been set up for 40 years by England, and it has never been free from unemployment and immigration. Our newspapers are banned, our emblems are banned, and intimidation in the elections in the past have been rampant in the city here. Ici, nos journaux et nos emblèmes sont bannis. Manipulés par la police politique du gouvernement, l'intimidation électorale règne en maître. Political police of the government have intimidated the election workers and went to their parents on many occasions and told them that if they didn't take their sons in off the street and prevent them from working for the Sinn Féin movement, that they would actually suffer unemployment. Religious indifference and intolerance has existed in Ireland for several hundred years. This has been the L'intolérance religieuse est une résultante de l'occupation britannique. Diviser pour régner, c'est la politique de Londres, en Irlande comme ailleurs. Le Nord est gouverné par des protestants, pour des protestants. Ireland is no exception. Recently, the Prime Minister of the Unionist Party made it clear that he supported the policy of a Protestant government for a Protestant people. De retour à Dublin, j'ai demandé au ministre des Transports et de l'Industrie, M. Childers, qui, incidemment, est le seul non-catholique à être devenu ministre sous De Valera, quel était le point de vue du gouvernement sur la réunification. Ça va prendre peut-être disons 20 ans pour achever, je crois. Premièrement, il faut avoir un esprit coopératif entre les 2 régions, n'est-ce pas? Compréhension des problèmes, des différences de tempérament, les attitudes différentes sur les questions religieuses. Et maintenant, nous avons un programme pour coopérer avec le gouvernement du Nord, premièrement sur la base de tourisme, et après ça, sur la base industrielle, et pour les questions, par exemple, comme la production d'électricité. Et je voudrais dire que l'effort, que l'influence du pape Jean XXIII a été immense dans le Nord. Parce que là, il y avait des rivalités dans les questions religieuses qui étaient vraiment terribles. Les protestants ne comprenaient pas les catholiques et l'inverse. Maintenant, il y a beaucoup de changements.
Ils se voient plus souvent. Il y a des organisations, des compagnies, des conseils sur la religion où les deux religions principales sont représentées. Tout ça marche beaucoup mieux qu'avant. J'ai posé la même question au sénateur Skeffington. Le sénateur Skeffington est un oiseau rare en Irlande puisqu'il est à la fois libre-penseur et socialiste. J'ai entendu un Allemand dire une fois qu'il y avait dans son pays une frontière qui lui traversait le cœur. Moi, ça m'a impatienté. J'ai dit, dans mon pays aussi, il y a une frontière, mais elle ne me traverse pas le cœur. Ce qui m'importe, c'est de savoir si les gens de chez moi et dans le Nord ont une chance, une véritable chance de se développer, d'avoir accès à toutes les choses de l'esprit et physique auxquelles on a droit en naissant. Et la question de la réunification, de la disparition de la frontière me paraît un problème tout à fait secondaire. Mais que pensent les plus de 50 ans de ces jeunes pour lesquels le terrorisme et la force restent les seuls moyens de réunifier le pays? Écoutons d'abord l'ancien ministre des Affaires extérieures, Sean McBride. Naturellement, je n'ai aucune sympathie avec leur méthode. Je crois qu'ils font des bêtises. Je crois que ça soulève beaucoup de difficultés pour le gouvernement. Mais d'un autre côté, je crois que c'est plus ou moins inévitable. Tant qu'il y a un problème politique si aigu, inévitablement, les jeunes gens veulent faire des démonstrations pour indiquer que le peuple irlandais n'accepte pas cette situation. Je crois que ça arriverait dans n'importe quel pays. Je les respecte. Je crois que c'est une chose précieuse dans tous les pays d'avoir des jeunes gens qui sont prêts à mourir pour le pays. Mais ce sont ce qu'on pourrait appeler en littérature des post-romantiques. Je crois qu'ils sont sincères mais fous, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passera. Déjà, Connolly, dans le passé, il disait, si vous pouviez chasser demain l'armée anglaise et hisser le drapeau vert sur le château de Dublin, si vous ne vous mettiez pas tout de suite à fonder la République socialiste, tous vos efforts seraient en vain. Or, ces gens-là n'ont aucun plan économique ni social. Ils ne savent pas quel serait le contenu social de la République. Ils veulent chasser les Anglais, ce qu'ils ne sauraient pas faire par la force. Et, à mon avis, pratiquement parlant, ce sont des néo-fascistes. Mais la République a d'autres problèmes, des problèmes d'ordre économique. Le moins que l'on puisse dire à ce sujet, c'est que l'optimisme du gouvernement n'est pas partagé par l'opposition. L'expansion économique qui commençait en 1958, et nous avons eu une augmentation des revenus de production d'à peu près un tiers sur une base réelle, après avoir compté l'augmentation dans les prix, n'est-ce pas? Et tous les buts dans ce programme sont achevés, et maintenant nous avons pour le moment des difficultés économiques qui sont normales, qui sont trouvées dans les autres pays, mais nous avons eu une augmentation dans les nombres d'industries nouvelles, dans la production d'agriculture et surtout dans le tourisme qui indique que le peuple est maintenant, qui sont réveillés de leurs idées anciennes et qui font des progrès remarquables. C'est assez facile de démolir, si vous voulez, un régime colonialiste. Mais une fois que le régime colonialiste est démoli, il faut rebâtir un autre régime. Et là, malheureusement, je crois que nous ne nous sommes pas rendus compte, de façon assez réalistique, des problèmes économiques qu'il faudrait combattre. Il reste que l'Irlande manque de capitaux. L'indépendance politique est acquise, mais l'Irlande demeure une colonie économique de l'Angleterre. J'ai rencontré l'un des directeurs du Conseil de l'expansion industrielle, M. O'Farrell. La situation économique de l'Irlande, c'est une chose qui, je crois que c'est assez inconnue dans les autres pays du monde, parce qu'on pense toujours que nous sommes un pays sous-développé. Nous étions franchement un pays sous-développé dans l'année 1922, quand nous avons eu notre indépendance. Mais maintenant, nous avons fait beaucoup de progrès. Et nous espérons, après l'année 1970, d'être plus ou moins pareils avec les pays du marché commun. Que pensez-vous du problème linguistique? C'est-à-dire, il y a deux points de vue tout à fait exagérés. Comme dans beaucoup de questions en Irlande, il y a toujours des points de vue exagérés. D'apprendre le gaélique dans les écoles, c'est naturel. C'était la langue
nationale irlandaise, il y a une certaine littérature, et alors c'est naturel qu'on apprenne le gaélique. Qu'on essaye d'apprendre le gaélique à l'exclusion d'apprendre l'anglais, ce serait ridicule. Que les enfants apprennent le gaélique comme une langue culturelle, si vous voulez, comme on apprendrait soit le grec ou le latin ou une autre langue, ça, il n'y a pas d'inconvénient. Mais alors, il ne faut pas pousser les choses à l'extrême, ni de l'un côté ni de l'autre. Au lieu de laisser à ceux qui le parlent naturellement la possibilité de le faire chez eux, on les a chassés économiquement, si bien qu'on parle plus de gaélique dans les cafés de Nottingham ou de Londres que dans l'ouest de l'Irlande. C'est une langue qui se meurt. Il faut se dire aussi ceci, que si l'Irlande compte dans le monde de la politique ou de la littérature, ce n'est pas par le gaélique, c'est par l'anglais. Nous le parlons bien, nous l'écrivons bien. Il est vrai que ça nous a été imposé dans le temps, mais il faudrait reconnaître et peut-être même dire merci maintenant que ça nous a mis dans le courant principal de la politique, de la littérature mondiale. Nous ne sommes qu'un petit peuple, et si nous comptons, c'est à travers l'anglais et non pas à travers le gaélique. Donc je considère ça comme une folie douce. L'Irlande, bien sûr, comme d'autres pays, a ses problèmes politiques, économiques et religieux. Il y a aussi le fait que les Irlandais éprouvent quelques difficultés à se mettre à l'heure de 1966. Il y a également le fait qu'ils ne peuvent rien changer à leurs conditions d'insulaires avec toutes les caractéristiques que cela comporte, pas plus qu'ils ne peuvent rien changer à leur climat capricieux. Mais il reste peut-être surtout que l'Irlande est un pays magnifique, riche d'histoire et de tradition, riche aussi de possibilités, et où l'on aime bien terminer la soirée par une chanson.